Depuis l'origine, les médecins ont cherché à se représenter le corps pour en comprendre le fonctionnement. Les représentations anatomiques accompagnent les progrès de la médecine. Elles révèlent l'étrange beauté de cet infiniment caché. Subtil mélange de science et d'art, une représentation anatomique permet de voir au-delà de l'apparence. Pénétrer le mystère de la vie et de la mort, de la maladie et de la guérison, et envisager la troublante relation avec notre corps. Penser, éprouver, ressentir, être en relation avec les autres, le corps est notre vaisseau pour traverser l'existence. Son image est toujours plus qu'une description. Elle abrite un sens caché que nous cherchons à comprendre. Créée en 1220, la faculté de médecine de Montpellier est la plus ancienne du monde occidental. Depuis 800 ans, elle forme des médecins. Elle abrite en son sein une impressionnante collection de traités de médecine et de représentations anatomiques. Quelle vision de l'humanité véhicule ces représentations? Que nous disent-elles de l'art médical? Entre ces murs, un voyage intérieur débute. Et c'est vrai qu'on n'a pas 800 ans d'existence sans que ça imprègne la mentalité de toute la collectivité médicale. Et en plus, ces 800 ans se sont incarnés dans plein de choses, de patrimoine, tant, on pourrait dire, tant des bâtiments que des collections qui sont absolument uniques. Et c'est vrai que nous sommes tous conscients que nous sommes des héritiers d'un long, long passé. Pourquoi Montpellier devient université en 1220 ? Par exemple, les statuts de la faculté de théologie sont reçus à Paris en 1215, donc 5 ans auparavant. On est vraiment dans la première vague de formation des universités, c'est-à-dire au moment où ce concept d'université vraiment apparaît et émerge. Finalement, le pape va faire le choix de Montpellier. En plus, Montpellier était une terre qui avait toujours été fidèle au pape. Donc, tout ceci a joué certainement sur le fait que la consécration universitaire est venue à Montpellier. Et à partir du moment où cette institution, qui, il faut bien y insister, est une université de médecine pure, alors qu'à Paris, vous avez de la théologie, vous avez de la philosophie, vous avez des arts libéraux qui sont agglomérés finalement dans la même université. À Montpellier, l'université de médecine est une université purement médicale et va le rester. Alors que jusqu'à présent, c'est un art mécanique, c'est un art utile, mais finalement qui est beaucoup moins noble que la théologie ou la philosophie, et notamment au contact des cathares qui exaltent l'esprit au détriment de la chair, hein, c'est le Dieu bon qui a créé l'esprit, c'est le Dieu mauvais qui a créé la chair, eh bien l'Église se rend compte finalement que toute cette science médicale, et les statuts le disent très bien, qui part de la terre, qui sort de la terre, est aussi une façon de rejoindre
l'enseignement de la théologie, et que finalement, cette science qui vient d'en bas, qui vient de la terre, a vocation à rejoindre la science d'en haut, la théologie qui vient du ciel. Alors, on a dit souvent que, par exemple, l'Église avait été un frein lorsque les dissections se sont répandues au XIVe siècle. Qu'elle n'y ait pas forcément appuyé dessus, oui, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à l'époque, les gens ne voient pas la nécessité de la dissection. Pourquoi? Parce que dans les ouvrages des anciens, tout est déjà écrit. À quoi bon aller, en quelque sorte, profaner, si l'on peut dire, des corps pour une science qui existe déjà? Et en fait, lorsqu'on va commencer, mais au début c'est très progressif, hein, c'est une fois tous les 2 ans, lorsqu'on va commencer à disséquer, à ce moment-là, on va se rendre compte que finalement, il y a plein d'erreurs dans les ouvrages des anciens, et à ce moment-là, on va se mettre à disséquer avec beaucoup plus d'ardeur pour écrire finalement les livres d'anatomie moderne. Les yeux bleus, tiens, mais ils ont souvent tous une petite touche de bleu, même sur l'ombre en fait. Oui. En zoomant. Ah ouais, c'est quand même... On voit les réseaux d'écailles. C'est spectaculaire. C'est-à-dire non seulement celles qui sont parties, effectivement, mais toute la façon dont ça a été peint. C'est complètement... très moderne, du coup. Guy de Chauliac, c'est vraiment un des grands médecins du Moyen-Âge, qui était à la fois médecin et chirurgien à une époque où les 2 corps de métier étaient des corps nettement séparés l'un de l'autre, et qui a marqué donc non seulement l'histoire de la médecine montpelliéraine, mais en fait l'histoire de la médecine européenne et de la chirurgie européenne, au moins jusqu'à Ambroise Paré, qu'on considère comme le père de la chirurgie moderne, mais en fait, on se rend compte que ce texte, qui s'appelle donc la Grande Chirurgie, Magna Chirurgia en latin, parce que bien sûr ça a été écrit en latin, on a donc une très belle enluminure, une très belle page, on est sur du papier, le papier apparaît doucement au XIVe siècle, et puis il sera effectivement beaucoup plus répandu avec l'imprimerie. Et donc voilà, et là on a cette scène qui elle aussi est d'une importance tout à fait considérable, puisqu'il s'agit donc, ou il s'agirait en tout cas, de la première leçon d'anatomie représentée en Europe occidentale, connue, avec non seulement donc la représentation d'une dissection, mais avec un public étudiant qui assiste à la scène. Et vous avez le personnage avec un habit un peu doré, qui est donc a priori le médecin, qui lui va effectivement comparer et va pointer pour les étudiants, on est vraiment dans la leçon, les organes qui apparaissent donc par comparaison à un texte qu'il lit en même temps. Et là on est vraiment dans quelque chose qui caractérise aussi l'école de médecine de Montpellier, qui est vraiment cette comparaison entre un corpus de textes auxquels on se réfère et qui font autorité, mais on le compare avec la réalité de ce qu'on a sous les yeux. Donc on est dans l'expérimentation et la théorie qui se confrontent et qui se nourrissent l'une l'autre, ce qui est tout à fait... ce qui est une des raisons qui a valu à Montpellier sa réputation au Moyen-Âge, c'est cette capacité à la fois de se baser sur des textes d'origine multiple, médecine arabe, médecine juive, médecine gréco-latine, etc., mais aussi de le comparer à la réalité avec l'autorisation de procéder à des dissections et cette curiosité scientifique finalement qui permet d'avancer sur la connaissance. Il
faut savoir qu'au Moyen-Âge, les traités de médecine ne sont pas illustrés de manière générale. C'est avec l'imprimerie vraiment que va arriver l'illustration, tout simplement parce qu'en plus, il n'y a pas de fiabilité de l'illustration manuscrite qui varie d'une copie à l'autre. Donc, du point de vue scientifique, elle ne peut pas représenter d'une façon satisfaisante justement l'état des connaissances. Avec Vézal, on est vraiment dans le monument fondateur de l'illustration anatomique. On est d'ailleurs dans une période, ce XVIe siècle, qui est vraiment le moment où on met le monde en image. On met le monde en carte avec Mercator. Ça va être la même chose avec l'anatomie, grâce à Vézal. Mais c'est vrai qu'avec Vézal, on est vraiment sur l'idée de représenter le corps en le dépouillant, si vous voulez, petit à petit de toutes ces enveloppes. Donc l'enveloppe évidemment de la peau, de la première, mais ensuite les muscles, etc., pour arriver jusqu'au squelette. Donc on a un ouvrage avec de très nombreuses gravures, plus de 300, des planches gravées, donc là, en pleine page, comme par exemple ces très célèbres représentations de squelettes méditant sur leurs conditions. Donc c'est toute cette idée des vanités. Donc là, c'est finalement la mort qui médite sur elle-même, notamment ici avec ce squelette qui médite sur un crâne. Et ce qui va fonder aussi finalement toute l'illustration anatomique de l'Ancien Régime, c'est la façon dont ce corps s'inscrit dans un paysage. L'ouvrage de Vézal, ça s'appelle La fabrique du corps humain. On est vraiment dans quelque chose où c'est le grand ingénieur, si vous voulez, qui a réalisé le corps humain. Et le corps humain est une réalisation donc, de la nature, et c'est la plus belle, c'est la plus merveilleuse, c'est celle devant laquelle les hommes s'extasient finalement avec une grande admiration. Mais elle s'inscrit dans la nature, dans le cosmos, dans le macrocosme, etc. Et en même temps, d'aller de plus en plus profond dans l'intime et dans le détail, si vous voulez. C'est-à-dire que la médecine, à cette époque-là, invente une vision universelle, entre guillemets, de l'humain, qu'on appellera le corps, et qui deviendra, à mon avis, plus tard l'organisme dans l'hôpital contemporain, mais au prix de l'élimination de la personne. Et d'ailleurs, on peut continuer la métaphore avec Marguerite Yourcenar, qui, dans l'œuvre noire, raconte cette histoire de trois humanistes qui parcourent l'Europe de la Renaissance. Ce sont des hommes qui ont toutes les curiosités du monde, et il se trouve que l'un des trois va mourir dans l'auberge où il se trouve. Et cet homme qui meurt, c'est le fils et l'ami, le fils de l'un et l'ami de l'autre. Et Marguerite Yourcenar donc a cette phrase absolument extraordinaire, c'est là justement qu'elle dit, et les deux hommes se penchent, qui vont disséquer leurs compagnons, parce que c'est une occasion absolument prodigieuse de pouvoir disposer d'un corps. Et donc elle écrit Marguerite Yourcenar, et les deux hommes se penchèrent sur ce bel exemplaire de la machine humaine qui n'était plus ni le fils ni l'ami. Donc déjà à partir de la Renaissance, quand nous sommes soignés, ce n'est plus en tant que fils ou ami, c'est-à-dire en tant que nous sommes des hommes ou des femmes dans une singularité, mais plutôt en tant que bel exemplaire de la machine humaine. C'est une veine, une artère. Ça, c'est une artère, ce truc-là que je tiens dans mes doigts. Sûr. Ça Mais non, oui. ça, c'est un nerf, ça. Mais tu vois pas comment c'est rouge? Mais là, le truc blanc, là, c'est un nerf. Ouais, ça, c'est un nerf, ça. Tu vois bien. Tu sais qu'on voit bien, là, le nerf cutané. Pour moi, c'est un vaisseau, mais si c'est une artère, j'ai carrément la curiosité. Parce que là, du coup, il est très latéral. Oh merde.
La première fois que j'ai fait une dissection, c'était la première fois du coup que je voyais un corps inanimé. C'était une dissection où on ne regardait que le tronc, donc j'ai même pas en fait réalisé que j'étais face à un corps humain. Et la deuxième fois du coup j'ai fait un membre et voir la main, en fait on se rend compte que face à nous on a un corps. Et là c'est déjà plus compliqué, cet aspect de la mort, du corps qui n'est plus animé, c'est particulier. Les parties du corps qui sont les plus humaines, c'est vraiment, j'ai l'impression, les mains, les pieds et le visage. Donc on ne voit jamais les visages, déjà pour l'anonymat et aussi pour nous, je pense, pour le respect du corps, pour nous, pour ne pas être, j'imagine, trop choquant. Par contre, la main et les pieds, c'est des parties qui sont très 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 humaines. Et même le cadavre, c'est quelque chose de très différent, un cadavre inanimé et un corps vivant. On ne reconnaît pas forcément jusqu'à ce qu'on arrive à ces parties-là qui sont très, très semblables au corps vivant. Moi, je sais que la version du corps que je préfère, c'est l'humain, c'est un corps animé, c'est le dialogue. La dissection, la chirurgie, c'est pas des choses c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à concrétiser la théorie que j'apprends. Mais c'est assez étrange. Je pense qu'on n'est jamais trop prêt à avoir un corps comme ça, inanimé, et c'est compliqué, ouais. Et quand on fait de la dissection, justement, c'est un peu l'aboutissement de tout notre apprentissage. Et ce qui est cool, c'est qu'on commence la dissection en deuxième année. Donc on sort d'une année où on est en une année de concours. Tout ce qu'on apprend, on ne trouve pas beaucoup de sens à ce qu'on apprend. Et en fait, je trouve que la première dissection, c'est un peu donner du sens à toute une année de bachotage. C'est la première fois où en fait, on se rend compte que ce qu'on fait, c'est concret. Et, alors certes, c'est sur un corps inanimé la première fois qu'on le fait. Mais voilà, j'ai juste hâte de faire ça sur des corps que je pourrais peut-être sauver. Nous sommes ici au Conservatoire d'anatomie de la Faculté de médecine de Montpellier, qui a été instauré à partir de la Révolution française, mais la galerie dans laquelle nous sommes date de la mi-19e. Et elle abrite une très grande collection de pièces anatomiques destinées à l'enseignement pour les étudiants en médecine. Il y a toute une série d'objets ou de pièces d'anatomie réelle ou artificielle dans ce conservatoire. Et par exemple ici, nous avons une technique très particulière. Il s'agit d'injection-corrosion d'organes, plus particulièrement des foies. Et ce genre de pièce a été essentiel pour l'enseignement de la vascularisation hépatique et pour le progrès des connaissances dans ce domaine. Il faut imaginer ce lieu comme ce qu'on appellerait aujourd'hui une réserve visitable, c'est-à-dire que ce sont vraiment des objets pédagogiques à une époque où il n'y avait pas toutes les technologies modernes d'imagerie médicale. Néanmoins, elle sert pour d'autres étudiants, historiens de l'art, historiens, étudiants en arts plastiques, et elle est ouverte pour le grand public, qui peut s'intéresser aussi à ce qui nous concerne tous, notre corps. Et il y avait un lien très fort entre la recherche, l'enseignement et les collections, c'était un tout. Je trouve que c'est comme un miroir de notre condition. On peut appréhender aussi la souffrance de l'être humain avec les maladies, avec l'histoire. Et c'est parfois pas évident. Et c'est pour cela qu'on accompagne souvent les visiteurs. On fait des visites guidées pour leur expliquer ce qu'ils voient, pour éviter de heurter leur sensibilité, parce que c'est sûr que ce n'est pas une collection très facile à appréhender et à recevoir, on va dire, brutalement. Le corps humain est en fait entre l'étude médicale et bien sûr l'étude artistique. Certaines pièces sont au carrefour de ces deux champs. Les cires de Fontana, par exemple, un sculpteur florentin
qui avait réalisé un cabinet anatomique pour le grand-duc de Toscane. Et Bonaparte, pendant la campagne d'Italie, a été vraiment impressionné par la beauté de ces cires, de ces sculptures, et a convaincu le gouvernement d'acquérir une série de cires réalisées par Felice Fontana et son atelier. C'est de la sculpture très sophistiquée, très fine, avec une anatomie idéalisée, esthétisée. Et on voit ici la touche de l'artiste aussi derrière, on va dire, la pédagogie et le caractère anatomique de ces sculptures. Donc il y a certains objets, certains types de collections qui sont vraiment au carrefour de la médecine et de l'art. Tous mes visages sont toujours très apaisés, ils sont toujours très doux, il n'y a absolument aucune crainte, ils s'abandonnent en fait, ils sont là pour séduire le regard. Là nous parlons de l'enveloppe, par contre ils invitent à venir voir à l'intérieur. En fait, j'ai la chance de pouvoir assister à des opérations et mon travail consiste à essayer de figer l'instantané d'ouverture du corps. Ce moment où on commence tout juste à dévoiler les organes avant l'altération, parce que très rapidement, vous avez une altération des pigments, de la couleur, en fait, de la chromie. La chromie va passer de plus en plus sombre et vous allez perdre ce côté très humide, en fait, du corps. Il va s'assécher de plus en plus. L'élément le plus révélateur, ça sera le gras. Le gras, qui est un jaune très clair, en fait, une fois qu'il est mis à l'air, qu'il est exposé, devient de plus en plus ocre jaune progressivement. Et cette transition est très rapide, et c'est fascinant, c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose une aventure privilégiée, en fait, de pouvoir voir ça. Et l'inconvénient de la photographie et du film, c'est que lorsque vous faites une photographie d'une opération, vous ne retrouvez jamais cette gamme chromatique-là. Et tous mes amis chirurgiens me disent, en fait, toi, tu parviens à recréer ce que nous voyons dans le bloc opératoire, est-ce que nous ne pouvons pas conserver par d'autres médiums et d'autres techniques? Parce que ça ne m'arrive pas à percevoir cette finesse de couleur. Alors, oui, je suis dépositaire d'une histoire, surtout, dépositaire d'un geste, d'un art qui a disparu et surtout dépositaire de l'histoire de tous les séroplasticiens. J'ai un respect immense pour les séroplasticiens du passé, beaucoup d'admiration et respect immense pour ces artistes du passé, qui sont totalement tombés dans l'oubli, qui ont totalement disparu. Alors on peut les retracer par les quelques œuvres encore préservées dans des fonds médicaux ou des collections privées, mais ils ont été totalement effacés de l'histoire. Et leur intervention, tant d'un point de vue artistique que médical du développement du savoir, était essentielle. La médecine n'aurait probablement pas évolué aussi rapidement s'il n'y avait pas eu ces artistes-là et ces œuvres-là. Et chacune de mes pièces est toujours un hommage à un séroplasticien du passé. Alors, l'avantage de la séroplastie, la raison pour laquelle la séroplastie a été le médium artificiel le plus utilisé en mode didactique pour la connaissance anatomique, scientifique et médicale, c'est tout simplement la façon dont je la définirais, c'est que la séroplastie trompe la mort. Peut-être presque l'impression de la contrôler, d'essayer de la tromper, de l'altérer, de la changer, parce que justement on lui ravit tout ce qu'elle essaye d'enlever. Oui, c'est ça. Alors j'irai pas jusqu'à un rapport divin, loin de là, mais à un petit niveau créateur, artistique, qui permet de tromper cette altération. Et je trouve que nous sommes magnifiques de l'intérieur. C'est une richesse extraordinaire. Le fait de pouvoir voir les organes, de pouvoir disséquer, c'est quelque chose de magique. C'est féerique. Alors, il n'y a absolument rien d'effrayant à la chose, au contraire. Et l'évolution de la médecine étant telle, on comprend tout sauf le cerveau. Le cerveau qui pour moi est un organe extraordinaire, le seul organe qu'on n'arrive pas encore en fait à comprendre, à maîtriser. Mais voir un cerveau, une opération, c'est quelque chose oui, proche du divin. En fait, fondamentalement, oui, il y a quelque chose proche du divin.
Alors comment on pourrait faire pour regarder à l'intérieur du crâne? On coupe le crâne en deux. Ben vas-y. On va faire une coupe. Pour bien voir, ce qu'il faudrait, c'est faire une coupe sagittale où on voit toute la face endocrânienne du crâne. Et là, je vais essayer de regarder à l'intérieur. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc recommandé. Appareil en charge. Délivrer le choc. Choc délivré. Commencer la RCP. Cette fois, on appelle le SAMU. SAMU, on peut les bonjour. Oui, bonjour, je suis étudiante en médecine. Il y a un patient en arrêt cardio-respiratoire à l'EHPAD des Garrigues, chambre 437. Oui. On aurait besoin d'une équipe. Alors là, vous avez commencé les soins? On a commencé les compressions thoraciques. D'accord. Et la ventilation. D'accord. De qui à qui avec-vous? Il y a deux autres étudiants, une autre étudiante en médecine et un étudiant infirmier. Il est perfusé? Non. Préparez de l'adrénaline. Vous ne vous arrêtez pas. Plus fort. Voilà. Comme ça. Encore. Allez. Allez. Si vous êtes fatigué, on va changer toutes les 2 minutes. Arrêtez la RCP. Là, vous pouvez arrêter. Changer de masseur. Analyse du rythme cardiaque en cours. Restez à l'écart du patient. Pas de choc indiqué. Ok, reprenez les compressions. Faites 1 mg d'adrénaline. Commencez la RCP. 2 minutes. Ça va le faire. Alors, Salomé a commencé à masser, Ouais. donc Anthony ventilé, et moi j'ai mis le défibrillateur. Ouais. Comment vous êtes senti par rapport aux compressions? Là, vous êtes passés tous les trois. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de compression? Moi j'ai galéré, enfin je peux te dire que je me mettais sur la pointe des pieds pour essayer et tout. Alors, sur le truc, je glissais un peu là. Sur l'espèce de marche-pied là. Donc voilà, c'était pas mieux. Après, à quel franchement, au niveau de la ventilation, comment vous avez senti les choses? En plus, je me suis trompée de masque dès le début, j'ai pris un masque pédiatrique, mais quand je me suis rendu compte, c'était trop tard. Mais là, c'était pour vous guider, pour vous faire voir qu'un massage, c'est une situation dynamique. On n'a pas le temps de réfléchir. Que vraiment, quand tu es au massage, tu es au massage. Tu ne peux pas faire autre chose. Donc, quand tu es resté parfaitement concentré du début à la fin des compressions, tu as été efficace. Pareil, Salomé, quand tu as été concentré sur les compressions et pas sur le reste, tu as été efficace. Et il n'y a pas de moyen d'être efficace à part de vérifier ce qu'on a vu tout à l'heure, que l'intensité, le rythme, le niveau des compressions, votre position, qu'est-ce que j'oublie, il m'en manque un. La profondeur. Et que la profondeur est atteinte. Sinon, il n'y en a aucun autre. Aucun autre. Bon, là, je vais vous accompagner dans l'espace un peu de stockage de tous nos mannequins, finalement. Hein, ces éléments humains qui sont soit partiels, soit dans sa totalité. Il faut dire qu'un espace de simulation comme celui-ci,
à peu près 40% de sa surface au sol est fait pour stocker. Et stocker donc nos mannequins. Donc là, c'est notre flotte. Vous allez sur Air France, et ben vous avez toute la flotte de la panoplie des avions disponibles. Et ben nous, ici, finalement, vous êtes dans notre flotte et je vais vous faire visiter notre flotte à nous. Okay. Alors, on peut peut-être commencer par des mannequins qui sont des mannequins de haute fidélité. Haute fidélité, c'est-à-dire qu'on va y associer à la fois dans un mannequin du numérique et de l'informatique. Ils sont tous programmables, bien entendu. Alors, ce sont des humanoïdes. Alors, c'est des humanoïdes, en effet, mais ça reste pas comme ça, quand même, dans notre vraie vie. À l'intérieur de moi-même, c'est pas tout à fait comme ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a besoin de tout ça pour pouvoir exprimer des signes qui pourront être repérés par l'apprenant, et des signes qui pourront être aussi programmés en fonction d'une pathologie, de symptômes, une intention pédagogique. Alors là, ce mannequin, par exemple, qui est actuellement en fonctionnement, mais en fonctionnement de l'intérieur, et on peut le visiter de l'intérieur, comme on pourrait visiter un des charnets du musée d'anatomie, et bien on voit finalement ces petits ballons qui représentent la ventilation. C'est-à-dire que sous pression, ça fait monter le thorax. Ce mannequin, il a plein de possibilités. Il est capable d'exprimer une existence. Il va avoir des pupilles qui sont réglables et programmables. Le patient qui a, par exemple, injecté de la morphine aura ce qu'on appelle un myosis, c'est-à-dire que les pupilles sont capables de se resserrer. Mais une personne qui reçoit de l'adrénaline est quelqu'un qui va avoir, au contraire, une dilatation. Voilà. Ce mannequin, il est capable de suer. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sécrétions. Il peut être capable de pleurer, donc avoir finalement peut-être des sentiments. Ce mannequin, il entend, d'accord, mais il va pouvoir parler. C'est-à-dire que je peux programmer des petits passages de sons, des bandes son, qui pourront être intégrés à la programmation. Mais je peux aussi, moi, être formateur dans une autre pièce et parler à la place du patient. Et bien sûr, le son va venir de la tête du mannequin. Ce mannequin, on va pouvoir lui prendre ses pouls et on va pouvoir aussi gérer toute sa sphère ORL. On peut avoir, par exemple, un œdème de langue. Dans certaines allergies, on va avoir ce qu'on appelle l'œdème de Quincke. Et bien, il va pouvoir générer cet œdème de Quincke. Ce mannequin, il est auscultable. On a ici, sur la peau, mais aussi à l'intérieur, des sites d'auscultation. Il y a des sites ici, là, tous les sites d'auscultation qu'on va pouvoir avoir à partir d'ici. Voilà, et qui sont donc auscultables. Et tous nos étudiants vont pouvoir écouter des sons thoraciques. Donc là, on est vraiment dans quasiment la vraie vie, en quelque sorte. En tout cas, on peut créer les conditions qui ressemblent finalement à la vraie vie et qui vont permettre à l'étudiant de s'interroger, de se confronter pour préparer sa première fois. Alors, ici, on est en 4D. Ces images sont le mariage de l'informatique et de l'imagerie médicale. Et je me suis servi de l'art pour faire avancer la science et de la science pour faire avancer l'art. D'ailleurs, si on avait dit à Léonard qu'il y avait une différence entre les deux, il nous aurait rigolé au nez. Alors, je vais vous montrer une première image très médical, car c'est ce qui arrive en ce moment à la planète, c'est le Covid. Alors là, par exemple, c'est un cas intéressant parce que c'est moi. Tout d'un coup, cet hiver, je me suis réveillé et j'étais pas très bien. Et à ce moment-là, je me dis, mais il faut que j'applique nos techniques de scanner en 3D au virus et au thorax. Et c'est à ce moment-là que tout d'un coup, on a découvert en 3D et en voyage, au milieu des bronchioles, des bronches, ce qu'on appelle l'image en verre dépoli, qui est en fait un mélange de mucus et de milliards de virus. Et vous voyez, on peut voyager tout autour de ces virus, de ces verres dépolis, et voir exactement l'importance de la maladie, la quantifier. Alors vous voyez, ici on va rentrer chez le patient par le nez, complètement virtuellement. On va passer à travers les petits os et du rachis, vous voyez, l'ondotoïde,
et tout d'un coup, on va plonger à l'intérieur des cordes vocales, sans évidemment les abîmer en quoi que ce soit, avec les petits cartilages alentour. Et vous voyez, je suis dans la trachée, et en même temps, je suis à travers. C'est ça qu'on appelle la transapparence. Et là, alors on est de nouveau, cette fois-ci, dans les bronches et dans les poumons. Et vous voyez qu'on peut aller à la découverte avec ça de la moindre petite anomalie de quelques millimètres, soit à l'intérieur du parenchyme pulmonaire, soit au contraire à l'intérieur des bronches. Et vous voyez, sortir ici sans aucun danger, exactement comme on était rentré, virtuellement. Et alors, c'est justement en rajoutant la couleur, la transparence, le volume, et même aujourd'hui la transapparence que je vais vous montrer, comment à la fois on voyage tout en voyant complètement à l'intérieur du corps. Ce que même dans le film de Fleischer sur le voyage fantastique, on ne savait pas encore faire ça. C'est pour ça que je dis qu'en 35 ans, la réalité a dépassé la fiction. Alors, ça, c'est intéressant aussi parce que c'est la base de notre travail sur l'homme en transparence. Vous voyez, une image, et en réalité, on voit les poumons. La seconde d'après, on voit le cœur, le foie. La seconde d'après, on va voir les vaisseaux, les os. C'est une image, 1000 images. C'est-à-dire, en un seul examen, on a fait 1000 examens. Et tout notre travail dans ce centre de recherche depuis 17 ans, ça a été de faire que pour chaque type d'organe et pour chaque type de pathologie, on ait tout de suite la bonne courbe qui permette aux médecins de voir ce qu'ils recherchent. Et puis surtout, c'est la prévention. Car, vous voyez, par exemple, on va rentrer dans ce crâne ici, chez ce jeune homme, et on va voir deux petites boules là, et c'est des anévrismes. Et ça touche les jeunes aussi, ça. Et j'avoue que, vous voyez, cette plongée à l'intérieur du cerveau, où on voit tous les vaisseaux, puis tout d'un coup, on voit ces petits agrandissements. Et moi, j'avoue que c'est aujourd'hui, parce qu'il y a la prévention, que tout ça m'amuse encore et que c'est de plus en plus fantastique. C'est-à-dire, il n'y a pas un mois où on n'a pas des choses nouvelles qui apparaissent en imagerie médicale. C'est vrai que c'est de la réalité enrichie, en embêtant uniquement le clone virtuel du patient. Mais on est bien toujours dans cette idée finalement d'un dualisme entre l'humain d'un côté et le corps de l'autre. On fait comme si le corps était en apesanteur et on agit sur le corps, donc aussi bien dans les procédures d'imagerie médicale, dont je ne veux pas dire évidemment qu'elles soient inefficaces, je pense qu'elles le sont, mais que dans la clinique, il s'agit pour le médecin de restaurer le visage de son patient, l'histoire de vie de son patient, avec ce que dévoilent les examens médicaux ou l'imagerie médicale. Ce qui, à mon avis, enfin dans mon expérience personnelle, de chercheur et parfois dans des rares cas de patients, ce qui ne se fait pas. Je crois que c'est l'un des biais, c'est l'une des dérives possibles de cette médecine hyper technologique où on occulte le visage. Et je pense qu'un médecin doit être capable de recevoir son patient en soutenant son regard, et justement lui prescrire un certain nombre de médicaments dont il sait qu'ils n'auront pas d'effet dévastateur sur lui, lui annoncer l'évolution de sa pathologie avec des mots que le patient va pouvoir entendre. Tout ça, ça implique non pas un face-à-face, mais un visage à visage. En tant que médecin, est-ce que je peux soutenir ce que je vais dire dans les yeux de mon patient, qui va peut-être être très ébranlé par ce que je lui dis. Mais bon, très souvent, on fait l'expérience en tant que patient, et je l'ai vu dans mon travail sur les douleurs chroniques, de médecins qui ne vous regardent pas et qui sont hypnotisés véritablement par les clichés de l'imagerie médicale ou par le résultat des examens.
quelle saison? Automne. Très bien. Nous sommes à quel étage? Alors la balade, je crois qu'on est au 5e finalement. Oui. Alors je vais vous donner 3 mots à retenir. Vous allez les répéter après moi et les garder en tête quelques instants. Essayez de les garder en tête. Alors, citron, clé, ballon. Citron, clé, ballon. Très bien. À présent, je vais vous demander de compter à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois. En retirant 7 à partir de 100. Oui. 93, 86, 79, 62, 55. Très bien. Est-ce que à présent, vous pouvez m'épeler le mot monde à l'envers? Le mot épeler, le mot monde. À l'envers. E-D-O-M-N. Non. E-D-O-D. Je suis gênée. Si je dois aller quelque part avec l'euro, qu'est-ce que j'ai l'air de quoi? Je ne peux pas m'en servir. Mais avant, il n'y avait pas de souci. Ah non, mais c'est arrivé comme ça d'un seul coup. Mais le code de la carte bleue, ça va. Oui. Donc le code, il persiste, ça vous l'avez pas oublié. Je n'ai pas oublié. Et c'est ce qui vous permet de finalement d'être autonome pour faire les Voilà, courses. je suis autonome pour faire les courses. Donc ça vous sécurise. Ah, ça me sécurise, oui. Par contre, vous continuez, vous m'avez dit, l'activité physique aussi. Vous faites beaucoup de courses, de marches. Je fais beaucoup de courses à pied. Donc ça, vous en faites déjà depuis très très longtemps. J'ai fait très longtemps. Quand j'étais jeune, j'ai été championne de Tunisie. D'accord. Donc là, ça reste. Ça reste, puis ça me gonfle un petit peu. Oui, ça vous... T'es quand même pas un déchet encore. T'es pas complètement foutu. Alors du coup, on va regarder aussi par rapport au test que vous avez passé quelques mois. Donc on a fait en fait l'évaluation à la fois de la mémoire, du langage, des éléments aussi de concentration. Et donc vous montrer aussi l'imagerie, en fait, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on a regardé sur l'IRM, qu'est-ce qu'on analyse. Et donc regardez en fait sur ces images. Donc ça c'est votre cerveau, donc là vous avez l'avant du cerveau avec, vous voyez, les yeux, le nez, l'arrière du cerveau et puis la droite et la gauche. Et sur ces images on regarde en fait le tissu, donc le tissu il est gris-blanc et le liquide il est noir. Et donc en fait on va regarder la densité en fait du tissu. Et là, on voit très bien, l'atrophie, elle est un petit peu globale au niveau cérébral. Donc on voit que toutes ces circonvolutions-là, elles sont bien nettes. Elles ne devraient pas y être. Alors, elles y sont, mais on ne devrait pas les voir aussi nettement. On ne devrait pas en fait voir vraiment tous ces replis de façon aussi nette. Ça devrait plutôt, si vous voulez, être un petit peu comme ça, c'est-à-dire un peu flou et surtout la zone au niveau de l'hippocampe qui est un petit peu altérée, et le temporal aussi, on voit que là c'est la zone à la fois de la mémoire et du langage. On voit qu'il y a un peu plus de difficultés et ça correspond à ce que vous me décrivez sur cette mémoire vraiment immédiate. Alors quand je vois qu'à l'intérieur de la tête, je suis à moitié fichue et que j'ai encore cet élan, quoi. Je veux dire, ça ne me gêne pas de monter ces escaliers avec des sacs jusqu'en haut. Mais bien sûr, c'est fou. Non, mais c'est fou. Mais c'est à la fois l'aspect aussi magique un peu du cerveau, c'est-à-dire que même s'il y a moins de cellules, il y a d'autres cellules qui vont compenser. Là, c'est des zones en particulier qui sont touchées, mais qui ne vont pas impacter votre course à pied, vos capacités à monter les escaliers, votre vie en termes d'autonomie. Donc ça, c'est vraiment un des objectifs, c'est que cette autonomie, elle soit préservée
et qu'on mette en place un certain nombre de structures, d'étayages, pour que malgré les petites difficultés au niveau de la mémoire et au niveau du langage, vous arriviez à continuer à vivre seul comme vous le faites. Voilà, à continuer à vivre, oui. On est en plus dans une société où le visuel prend énormément de place, où les personnes ont besoin aussi finalement de vérité par l'image. C'est des pathologies qui sont encore malheureusement parfois mélangées à la psychiatrie, des fois qui sont prises pour des dépressions, où les gens ne comprennent pas bien ce qui leur arrive, et les aidants aussi sont en difficulté pour comprendre ou analyser les comportements, les difficultés, les oublis, les problèmes de langage. Et donc ces images permettent non seulement de dire en effet il y a quelque chose, vous ne l'imaginez pas, vous ne reconstituez pas des troubles qui n'existent pas, ces troubles existent, ils ont aussi une base anatomique, ils ont une base physiologique, et donc de leur montrer ces images, non seulement ça valide le diagnostic, mais ça les aide aussi, eux, à lutter contre la pathologie. On a une double exigence de la part du malade, c'est-à-dire d'une part d'une médecine qui est impeccable et extrêmement performante d'un point de vue technique, qui est capable de disséquer le type de maladie jusqu'à la molécule que vous avez, jusqu'à la molécule, jusqu'à la mutation, etc., et d'avoir un traitement adapté. Bon, ok. Mais d'un autre côté, d'avoir aussi des médecins qui sont capables de vous parler, qui sont capables d'échanger et qui sont capables d'entrer dans une relation interpersonnelle. Et c'est vrai que ce côté-là, beaucoup de gens disent, notamment en CHU, on l'a complètement perdu. C'est pour ça qu'à Montpellier, on a voulu remettre en usage notamment ce rapport médecin-malade, avec notamment des séances qu'on pourrait dire de simulation, avec des acteurs qui jouent des situations cliniques et dans lesquelles eh bien, il faut que l'étudiant apprenne à se comporter pour annoncer un cancer, pour annoncer une malformation, etc. etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est et qui sera de plus en plus absolument vital. Alors il y a une tendance qui voudrait dire, finalement, la médecine va devenir très automatique, très algorithmique, on entrera des paramètres, et puis on en sortira un diagnostic, une ordonnance, etc. Et le médecin sera juste là pour dire « Bonjour monsieur, voilà, je vais vous expliquer ce qui va se passer ». Je ne crois pas que ce soit vraiment l'idéal de la médecine vers lequel on va aller. C'est-à-dire que, bien sûr, il faudra que le médecin ait un rôle encore beaucoup plus important dans la relation interpersonnelle, ça c'est sûr, mais en même temps que ses connaissances, j'allais dire analytiques, ses connaissances scientifiques, comme on tend à le dire aujourd'hui, que ces connaissances-là soient de plus en plus intégrées à une vision globale et mises en perspective. C'est-à-dire que de se rendre compte finalement de l'importance relative que peut avoir tel ou tel dogme médical qui est vrai aujourd'hui, qui sera faux dans 2 ans ou dans 10 ans. Et je crois que le rôle de la médecine suppose donc qu'il y ait cette formation humaniste générale qui relativise les connaissances et qui permet aussi d'échanger entre individus. La science, un doute rationnel. Ici, on développe cette culture de « on ne sait pas tout ». La personne, elle est complexe. La personne, c'est pas un robot. C'est pas finalement nos outils d'apprentissage. C'est bien plus que cela. La simulation, même avec des outils comme ça, vont nous permettre d'avoir un regard sur ce que l'on ne sait pas. Et c'est en cela, finalement,
L'idée, c'est en cela qu'on va pouvoir travailler sur l'art médical. Alors c'est intéressant dans notre histoire proche de cette faculté, qui a 800 ans cette année, où François Rabelais est passé sur nos bancs et qui définissait la médecine, l'art médical, comme finalement une dialectique entre le patient, la maladie et le médecin. Mais les outils sont différents, mais in fine, on en est toujours au même point et on travaille toujours les mêmes éléments.